Chers amis, cher Boris, si vous m'autorisez cette familiarité, j'ai en tout cas aujourd'hui l'immense honneur de vous remettre la médaille de la ville de Bordeaux. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, je suis très impressionné, et parce que pour moi, être médaillé de Bordeaux, ça a un sens très lourd. Il y a deux Bordeaux. Il y a le Bordeaux noir et le Bordeaux lumineux. Le Bordeaux noir, c'est celui que j'ai connu. La guerre de 40 qui se préparait, la guerre de 40 que j'ai subie. Pendant 40 ans, je n'ai pas pu aller à la synagogue parce que pour moi, ce n'était pas une synagogue, c'était une prison. Et là, j'ai découvert un nouveau Bordeaux. Un Bordeaux lumineux, un Bordeaux gai, un Bordeaux avec des terrasses de café, avec des étudiants. Donc c'était totalement l'opposé du Bordeaux que j'avais subi dans les années 40. Et là, c'était un nouveau Bordeaux, source de vie et source de résilience. C'est le Bordeaux de la parole, c'est le Bordeaux de la psychoécologie. J'emploie le mot écologie dans le domaine où j'ai réussi à faire croire que j'ai 2-3 connaissances. Merci à Bordeaux, merci monsieur le maire, merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Boris Cyrulnik. Bonsoir, on veut dire, chers amis. Sachez que je suis très heureux de vous accueillir ce soir ici, très nombreux. Je regrette pour ceux qui n'ont pas pu même nous rejoindre, mais en tout cas ceux qui sont là, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir pris votre temps pour venir ce soir à la Maison cantonale écouter cette conférence de Boris Cyrulnik. Donc elle sera animée par deux personnes, Véronique Rouillet, professeure de psychologie, et également Olivier Grandin, qui est maître de conférence en psychologie à l'Université de Bordeaux. Donc je les remercie très sincèrement pour l'organisation de ce débat, et je remercie également Julien Gély, qui est où Julien ? Voilà, Julien Gély, qui est à l'origine de l'organisation de cette rencontre de la maison cantonale. Alors vous le savez ou pas, mais cette rencontre ce soir s'inscrit dans le cadre d'un hommage que la ville de Bordeaux a vraiment tenu à rendre à Boris Cyrulnik, qui est né à Bordeaux, pour ceux qui ne le savaient pas encore, 2 fois. Peut-être qu'il le dira tout à l'heure. Il est né 2 fois à Bordeaux, une fois le jour de sa naissance et, dit-il, une deuxième fois le 10 janvier 1944, le jour de la tragique rafle et déportation qui a été organisée depuis la synagogue de Bordeaux, où Boris Cyrulnik a été, vous le savez, un des rares, un enfant de 6 ans et demi, qui a réussi à échapper aux griffes allemandes ce jour-là. Et hier soir, nous commémorions d'ailleurs ensemble à la synagogue de Bordeaux le triste souvenir de cette rafle du 10 janvier 1944. Mais bon, ce soir, Boris Cyrulnik est venu, donc je le redis, d'une part dans le cadre de l'hommage que tenait et que tient à lui rendre la ville de Bordeaux. Pour ça qu'en début d'après-midi, je lui ai officiellement remis, au nom de toutes les Bordelaises et Bordelais, la médaille de la ville de Bordeaux pour vraiment symboliser cette marque forte de reconnaissance que voulait lui témoigner la ville de Bordeaux. Alors aujourd'hui, la rencontre de ce soir, c'est autour du thème de la résilience et de l'espoir. Et nous échangerons avec Boris Cyrulnik autour de son dernier essai. Je dis son dernier parce qu'il y en a beaucoup, hein, mais en tout cas son dernier essai, Le laboureur et les mangeurs de vent, liberté intérieure et confortable servitude. Boris Cyrulnik nous livre à travers ce livre une réflexion passionnante sur notre société, sur la difficulté qu'il y a à penser par nous-mêmes dans un contexte plus insécurisant que jamais, et sur l'attraction que peuvent exercer les pensées paresseuses, les discours autoritaires et les recours, comme on les voit parfois, à des hommes providentiels. Boris Cyrulnik construit une dualité intéressante entre les laboureurs, c'est un terme que vous avez emprunté à Hannah Arendt, hein, les laboureurs, pour décrire celles et ceux qui acceptent le doute, qui cherchent, qui ont un vrai rapport au réel, et
par opposition, les mangeurs de vent, qui est une expression, celle-là, rabelaisienne, pour peindre celles et ceux qui se soumettent au discours des chefs autoritaires, en tout cas qui acceptent l'emprise tranquillisante, celles et ceux, en tout cas, qui se mêlent facilement au groupe, au troupeau. Alors, cette dualité trouve sa source dès la petite enfance, où les tout-petits adoptent parfois rapidement une pensée binaire entre le bien et le mal. Et c'est en grandissant et en ayant eu un attachement sécurisant que les enfants, puis les adolescents, s'ouvrent au monde, remettent en doute leurs certitudes et parfois créent également de nouveaux liens. Et la réflexion de Boris Cyrulnik montre bien la cruelle importance pour notre construction de l'école, de l'université, de l'accès à l'art et à la culture. C'est tout ça qu'on découvre en lisant cet ouvrage passionnant. Et cet ouvrage également nous interpelle quand la guerre est à nos portes, aux portes de l'Europe, et quand les politiciens et des politiciens ou des groupuscules propagent, je dirais, sans honte et sans vergogne, des discours pour le moins haineux. Alors, permettez-moi, pour terminer, de faire un retour en arrière, un retour de près de 450 années, pour citer le vibrant réquisitoire auquel ce livre fait incontestablement penser, le vibrant réquisitoire qui a été écrit par un tout jeune homme, dans une époque bien plus troublée que la nôtre. Et, ce jeune homme, c'était Étienne de la Boétie, qui disait, je le cite, « Soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres ». Je pense que ça résume assez bien l'esprit de Boris Cyrulnik à travers cet ouvrage. Donc, je terminerai vraiment en disant, cher Boris, vous nous exhortez à nous libérer de nos servitudes volontaires. Vous nous offrez un poignant plaidoyer contre le totalitarisme et pour la liberté. Et franchement, nous allons tout de suite vous écouter avec passion et, je l'espère, libérer de nos servitudes volontaires. Je vous remercie. Ah, ça marche. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je suis Olivier Grondin, maître de conférence à l'Université de Bordeaux en psychologie. Je suis accompagné de ma collègue Véronique Rouillet, qui est professeure en psychologie du développement. Et nous allons nous livrer, merci déjà Boris Cyrulnik, à un jeu de questions-réponses au sujet de votre dernier essai, dont Monsieur le maire vient de parler, et aussi de certains éléments de votre parcours. Alors, pour la première question, déjà, le laboureur et les mangeurs de vent, liberté intérieure et confortable servitude, les deux termes, laboureur, mangeur de vent, font partie des nombreux termes que vous proposez, qui sont très souvent heuristiques, très utiles. Pourriez-vous nous préciser un peu plus aujourd'hui vos intentions derrière la reprise de ces termes et aussi peut-être nous aider à ne pas nous enfermer dans des représentations qui consisteraient à identifier des personnes qui seraient des laboureurs, mais que des laboureurs, et des personnes qui seraient les mauvais mangeurs de vent, qu'il ne faudrait pas être. Voilà. Vous entendre déjà sur ces points de départ, s'il vous plaît. Merci, merci. Ça commence bien. Donc, effectivement, c'est une question fondamentale. Le titre est très important parce qu'il espère désigner le contenu. Alors, pourquoi cette phrase de Rabelais? Mais Hannah Arendt, on le dira tout à l'heure, a largement travaillé cette question et l'a payé d'ailleurs pour cette question. Alors, pourquoi le laboureur? C'est que le laboureur, il a les pieds sur terre. Personnellement, j'ai été praticien, j'ai été un OS de la psychiatrie et de la psychologie pendant des dizaines d'années. Donc j'ai été un laboureur. C'est un savoir, c'est-à-dire c'est le savoir des praticiens, c'est le savoir du terrain. Et il y a les infirmières, les sages-femmes, les laboureurs ont un savoir de terrain qui n'exclut pas le savoir théorique, mais qui est un autre savoir, qui est une autre manière de recueillir les informations, la réflexion. C'est pas une exclusion, c'est pas l'un ou l'autre.
C'est l'un et l'autre, sachant que actuellement dans notre culture, on a un peu tendance à privilégier les mangeurs de vent et à faire taire les laboureurs. Donc ça va probablement, avec le changement de culture qui nous attend, j'espère qu'on donnera plus la parole aux laboureurs. Donc les laboureurs ont un savoir. Pour illustrer cette idée, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la fusée Apollo. Eux, ils ne se rappellent pas, ils viennent de naître, alors ils ne peuvent pas savoir. Mais c'était la fusée Apollo, ouais, c'est ça. Et c'est la fusée qui a explosé en l'air avec les cosmonautes à l'intérieur. Et j'ai oublié la date. C'était des théoriciens remarquables, des mathématiciens, des chimistes, des physiciens de top niveau, des gens remarquables. Et ils font leurs calculs qui sont vrais. C'était des calculs vrais. Et arrive un technicien du caoutchouc. Et le technicien dit, tous vos calculs sont faits en Floride, sur le sol où il fait chaud. La fusée va monter, il fait froid. Les caoutchoucs vont geler et c'est un risque énorme. Ouais, dans quelle publication vous avez lu ça? Mais je suis technicien du caoutchouc, j'ai lu ça dans aucune publication. Mais je suis un laboureur, je suis un praticien, je sais que les caoutchoucs, quand il fait froid, ils se durcissent, ils craquent. Non, non, nous, on est des hypertranches, ce qui était vrai. Vous n'avez lu ça dans aucune publication de revue référencée. On va envoyer, tous les calculs étaient vrais, sauf une variable que le technicien avec un petit diplôme savait. Ils ont envoyé la fusée, les caoutchoucs ont gelé et la fusée a explosé avec des cosmonautes à l'intérieur. Donc ça, c'est l'exemple que je montre comme quoi j'habite près de Toulon et à l'université de Toulon, il y a des océanographes et à côté, qui sont d'un top niveau. Et à côté, il y avait l'Institut de biologie marine où j'ai un petit peu travaillé. Enfin, j'ai été quelques réunions. Et les biologistes de biologie marine travaillaient avec les pêcheurs. C'est pas le même savoir. Les pêcheurs, alors je ne sais pas si on peut dire que les pêcheurs sont des laboureurs, mais les pêcheurs, je ne sais pas si on peut dire que les pêcheurs sont des gens de terrain. Ils ont les pieds sur terre et ils ont un savoir qui n'est pas un savoir exclusif. Et actuellement, avec les réformes de la médecine qui nous attendent et qui sont nécessaires, les sages-femmes ont un savoir de laboureur avec les mains, avec le nez, avec les yeux, un savoir sensoriel qui n'exclut pas le savoir des gynécos, qui ont un savoir endocrinien, un savoir de laboratoire, qui est un autre savoir. Et j'espère que les sages-femmes auront une promotion parce qu'elles ont un autre savoir. Oui, merci pour cette réponse et l'ouverture sur Apollo aussi qui enseigne. Néanmoins, dans votre ouvrage, dans le dernier essai, ces laboureurs ont une posture un peu particulière. À certains moments, on peut les sentir un peu seuls. Ils apportent quelque chose, mais dans l'exemple du technicien du caoutchouc, il est effectivement un peu seul contre tous, même s'il a raison. Est-ce que cette solitude est inévitable? Et est-ce qu'effectivement, le laboureur, dans le titre, c'est au singulier, les autres, ils sont plusieurs, le laboureur ne doit pas cultiver aussi une certaine capacité à être seul ou à le supporter? Alors voilà, ça c'est la question fondamentale, donc embêtante. Question fondamentale, je fais bien sûr intentionnellement, j'ai dit le laboureur. Hannah Arendt dit il faut un degré de liberté intérieure, il faut penser par soi-même. Mais le paradoxe de la phrase que je viens de prononcer, c'est qu'on ne peut penser par soi-même que s'il y a des autres. Un cerveau seul ne fonctionne pas. Pour qu'un cerveau seul fonctionne, il faut qu'il y ait un autre cerveau. Il faut qu'il soit stimulé par une altérité. S'il n'y a pas d'altérité, si le cerveau est sain génétiquement, neurologiquement, il ne fonctionnera pas. Et pourtant, il est sain.
parce qu'il sera privé d'altérité, d'où l'importance des raisonnements psycho-écologiques, c'est-à-dire qu'un cerveau seul, sain, ne fonctionne pas. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ça, parce que Shaul Harel à Tel Aviv a été un des premiers. J'ai travaillé à Bucarest après la chute du mur. J'ai demandé des scanners de ville, même pas des IRM, des scanners de ville, pour ces enfants abandonnés, isolés sensoriellement, c'est-à-dire avec un milieu sensoriel terriblement appauvri. On ne leur parlait pas, on jouait jamais. Ils avaient droit à une gamelle par jour et un coup de jet d'eau par mois. Donc ces enfants sains étaient complètement privés d'altérité, isolés par une pensée politique, chez Ceausescu, qui, pour faire travailler les femmes 14 heures par jour, sans aide, sans substitut professionnel, sans éducation, donc il avait dit on va mettre les enfants dans des orphelinats. Orphelinats Montreuil, il y a des orphelinats qui font bien leur travail. Là, ce n'était pas des orphelinats, il n'y avait personne. Les enfants étaient entassés et vous connaissez le résultat. De plus, les femmes qui étaient nommées, obligées d'aller travailler dans ces orphelinats, étaient appelées les femmes punies. Vous voyez le plaisir de la motivation qu'elles pouvaient avoir. Femmes punies parce qu'elles avaient critiqué le régime. Donc des femmes punies avec des enfants qui puaient, il n'y avait aucune interaction. Quand j'ai demandé des scanners de ville, ce n'était pas des IRM, ce n'était pas de la technologie actuelle. Tout, c'est facile à voir au scanner de ville, hein. Tous les enfants avaient une atrophie bifrontale, très facile à voir, une atrophie des deux systèmes limbiques, très facile à voir, et ce que je n'avais pas vu, mais ce qui a été vu par des neurobiologistes avec des machines bien plus performantes que le scanner, une hypertrophie des deux amygdales rhinencéphaliques. Ce qui veut dire que ces enfants sains, privés d'altérité, ne pouvaient pas contrôler. D'abord, ils ne pouvaient pas apprendre à parler, puisque personne ne leur parlait. Comment voulez-vous qu'ils apprennent à parler? Ils ne parlaient pas, il n'y avait pas d'altérité. La seule stimulation, c'était celle qui venait de leur corps, balancement, proprioception, c'est-à-dire des stimulations venues de leur corps. En cas d'émotion trop forte, ils se griffaient, où ils se tapaient la tête par terre ou contre les murs avec une violence insupportable. J'avais peur. On entendait enfin, les praticiens en psychologie, on savait aujourd'hui avec les enfants abandonnés, les murs tremblaient tellement les enfants se tapaient par terre. Donc ces enfants sains étaient devenus très malades par privation d'altérité. Or, quand Shaul Harel, à Tel Aviv, a fait une population de 170 enfants qui avaient ces symptômes-là, parce que les mères israéliennes ou palestiniennes, qui étaient soignées dans les hôpitaux israéliens à cause de syndromes psychotraumatiques, et ont mis au monde des enfants tous altérés. Mais Shaul, étant au courant de ce que je viens de vous proposer, a très vite fait entourer les femmes, les mères, et très vite fait entourer les enfants. 1 an après, les atrophies avaient disparu. Le cerveau redevenait fonctionnel. C'est-à-dire qu'il redevenait fonctionnel parce que, par un moyen naturel, la présence d'une mère. Alors, une mère, on sait à peu près ce que c'est, mais un père. Vous connaissez la définition du père? Au 19e siècle, peut-être, mais aujourd'hui, à la commission des 1000 premiers jours, on n'a pas su définir le père aujourd'hui. Est-ce que le père, c'est l'amant? Il y a des tas de cultures où le père n'est pas l'amant. Peut-être dans notre propre culture aussi. Mais ça, c'est moins, on s'arrange pour ne pas le faire savoir. Mais il y a des cultures africaines où le père, c'est l'amant. C'est pas le géniteur, c'est l'amant. Le père, c'est le frère de la mère. C'est-à-dire que c'est celui qui est désigné par la culture pour s'occuper de l'enfant, pour en être responsable et pour s'y attacher. Et donc l'enfant, il a autour de lui une niche sensorielle structurée par la culture et il se développe bien. Merci beaucoup. Justement, vous insistez beaucoup sur l'importance des relations sociales pour le développement de l'enfant et au-delà pour
le développement de cette liberté intérieure, via notamment la référence à la théorie de l'attachement. Et donc j'aimerais voilà, vous souligner ô combien l'attachement et le développement de liens d'attachement de type sécurisé est important justement pour le développement de l'enfant, et en particulier par rapport au fait de pouvoir devenir un jour laboureur ou au contraire mangeur de vent. Alors peut-être dans un premier temps, si vous voulez expliciter pour le public ici présent, voilà, les éléments en fait autour de cette notion d'attachement, de théorie de l'attachement et la question du devenir laboureur ou mangeur de vent. Et puis peut-être après, j'aurais envie aussi de vous demander si on peut devenir laboureur un jour dans sa vie, lorsque le lien d'attachement dans l'enfance n'a pas été de type sécurisé. Alors, je disais tout à l'heure, les enfants qui sont nés parce qu'ils ont été portés par une mère stressée par une politique de catastrophe de tous les pays du Proche-Orient, mais en Europe, on n'a pas de leçon à donner. Mais tous ces pays où le traumatisme est quotidien, constant pour tous les peuples du Proche-Orient, tous. Le traumatisme est constant. Les enfants arrivent au monde avec des altérations cognitives dues non pas à la mère, mais dues au malheur de la mère. Le malheur de la mère, ça peut être la violence conjugale, ça peut être la guerre, ça peut être un trauma, ça peut être une maladie, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être etc. D'où la nécessité de renoncer aux causalités linéaires exclusives. C'est-à-dire ça arrive, c'est rarement une cause qui provoque un effet. En revanche, c'est une convergence de causes qui peut provoquer un effet bénéfique ou maléfique, réparable facilement ou non, ou difficile à réparer. La résilience est facile à déclencher si, avant le trauma, on a acquis des facteurs de protection. C'est-à-dire si autour du bébé, si pendant la grossesse, la mère n'a pas été stressée, et là j'ai lu avant-hier, ou il y a quelques jours, les premières évaluations de l'INSERM des réformes qu'on a proposées au gouvernement de Macron, et qui montrent que les dépressions maternelles, quand le congé paternel de paternité a été augmenté, les dépressions maternelles en 2 ans ont été diminuées de 30%. Les suicides de jeunes femmes avec des bébés, qui sont toujours un indice de désorganisation psychosociale, le suicide, c'est toujours un indice de désorganisation psychosociale. C'est que quelqu'un a été laissé seul avec ses problèmes. Là, ce sont des jeunes femmes qui sont laissées seules avec leur problème, qui est peut-être le bébé. C'est-à-dire que ce sont des jeunes femmes actuellement qui mettent au monde leur premier enfant. Elles ont 31 ans, le deuxième 33, 34 ans, le maximum de fécondabilité, c'est 25 ans. Ce sont des jeunes femmes qui ont été actives, socialisées, et qui tout d'un coup se retrouvent seules à la maison, avec un frigidaire, un écran et un tyran domestique adoré qu'on appelle le bébé. Et elle déprime. Il y a un pic dans notre culture où les femmes se sont jamais autant épanouies. Il n'y a jamais eu autant de dépressions périnatales qui sont dues à cet isolement affectif, et qu'on a proposé donc d'augmenter le congé paternité qui a été en partie accepté parce qu'on a eu des oppositions d'entrepreneurs qui eux voulaient pas qu'il y ait le congé paternité, et donc le Sénat a négocié. Et maintenant, on a quand même augmenté le congé paternité. Premières évaluations, 2 ans après, diminution de 30% des dépressions maternelles, diminution pratiquement totale des suicides de jeunes mères. De plus, l'INSERM vient d'évaluer les relations d'attachement dans le couple. Les femmes, ça ne les ennuie pas quand leur mari, excuse-moi, j'ai employé un mot, un vieux mot, j'ai employé un mot dépassé, leur mari, enfin l'homme ou la femme, l'autre, le deuxième oh là là,
le deuxième parent qui était là, c'est pas facile l'évolution, vous savez. Donc le deuxième parent qui était là, eh ben, la femme était sécurisée, elle pouvait se faire aider, elle pouvait parler, elle pouvait blaguer. Amélioration clinique très rapide. Amélioration des relations dans le couple et début de remarque de l'INSERM, augmentation des bébés qui, dès l'âge de 10 mois, on peut évaluer l'évaluation de l'attachement sécure. Dans un pays en paix, à 10 mois, 70% des enfants, d'un bébé préverbaux, ils ont 10 mois les gars, hein, ils ne parlent pas. À 10 mois, un bébé préverbal soutient le regard, sourit, tend les bras, et surtout, il a déjà un tour de parole. C'est Daniel Stern, avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui a montré ça à Genève. Et Daniel Stern montre qu'un bébé qui ne parle pas, eh ben, il fait un babil. La musique de ces mots, de ces proto-mots, de ces presque-mots, change à la fin d'une phrase. On change la musique des mots. Daniel Stern répondait au bébé et Nadia Stern répondait au bébé avec des mots adultes. Le bébé était très attentif. La fin de la phrase, la prosodie, la musique des mots change. Le bébé attend la fin de la phrase et à son tour, il refait un babil. Donc, si vous permettez ce jeu de mots, il y a un tour de babil qui permet une synchronisation affective entre l'adulte et le bébé. On peut évaluer, on peut observer, on peut évaluer. Dans un pays en guerre, le Proche-Orient, l'Asie et maintenant l'Europe reconnaissent cette tragédie. Il n'y a pas d'autre mot, hein, il n'y a pas d'autre mot que tragédie. Ils reconnaissent cette tragédie. Dans un pays en guerre, ce n'est pas 70% de bébés qui sont sécures, c'est 30 à 40%. Ce n'est pas 5% des bébés qui sont confus, c'est 25%. C'est-à-dire que l'organisation sociale montre comment un bébé préverbal est déjà façonné par la culture. Sauf que nous, adultes, théoriquement responsables, on est responsable de la niche sensorielle qu'on offre aux femmes enceintes, aux jeunes mères et aux bébés. On en est responsable. C'est-à-dire que si on peut décider ce qui a été en partie décidé, c'est-à-dire de prendre des décisions éducatives, de prendre des décisions qui permettent d'entourer les enfants, Guylaine Dehaene nous a montré des neuroimageries de bébés. Voilà un comportement maternel très sécurisant. Je me sens mieux, merci. Guylaine Dehaene nous a montré des documents passionnants. Quand on parle autour d'un bébé, le lobe temporal gauche, qui est la zone qui traite les sons chez les droitiers, dégage de l'énergie. Quand on s'adresse au bébé, c'est le planum temporal, c'est-à-dire un repli précis de la zone temporale gauche qui dégage de l'énergie, c'est-à-dire que la mère ou un adulte, une figure d'attachement qui parle au bébé, sculpte son cerveau et transforme la zone des sons en zone du langage. À moi, Françoise Dolto. C'est-à-dire que Françoise Dolto avait compris ça parce que c'était une clinicienne et qu'elle était sur le terrain. C'était une laboureuse. Elle était sur le terrain tous les jours. Mais elle avait un instrument de mesure qu'on appelle le PIF. C'est pas très scientifique. C'est-à-dire qu'elle avait compris, avec son pifomètre, elle avait compris qu'il fallait s'adresser au bébé et pas seulement parler autour d'elle, mais elle n'avait pas les moyens scientifiques de le démontrer. Et maintenant, la neuroimagerie confirme que sur ce point-là, elle avait totalement raison. Sur d'autres points, on peut le discuter, mais sur ce point-là, elle avait compris, elle avait reniflé, senti quelque chose que la neuroimagerie confirme. Voilà, je suis très content de ma réponse, mais j'ai oublié votre question. Alors justement, pour continuer à babiller ensemble,
Je vais vous reposer la question sur l'attachement. Donc vous avez commencé à parler sur la façon dont ça peut se développer, les conditions finalement dans lesquelles, et ça c'est vraiment important, à la fois la mère, mais plus largement la question des parents, comment il appartient finalement aux politiques publiques d'assurer un environnement suffisamment bon en fait pour que ces parents puissent être parents aussi avec leur enfant et que puisse se développer ce type de relation d'attachement sécurisée. Et justement dans votre ouvrage c'était le lien, on a l'impression que la théorie d'attachement ou en tout cas les relations d'attachement c'est le point de départ justement pour le développement d'une pensée autonome. Alors, c'est le point de départ pour lier l'aptitude à la parole. Mais la pensée, elle est préverbale. Et j'avais Michel Soulet et les Bovici qui ont été mes maîtres, qui m'ont formé, appris beaucoup de choses. On avait organisé une série de réunions qui ont donné un livre qu'on a appelé la pensée préverbale. Nos enfants, avant la parole, comprennent des tas de choses, mais ils n'ont pas les mots pour nous faire comprendre qu'ils ont compris. Alors nous, on peut, mais ils comprennent beaucoup de choses. Il y a même, par exemple, il y a des interdits préverbaux que toutes les mères ont prononcés. C'est un interdit préverbal. Et les bébés comprennent. Ils comprennent. Donc, ce n'est pas des mots, mais il y a une communication. Les bébés comprennent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas le dire avec des mots. Donc, ils ont l'instrument de formulation de la pensée, ils ne l'ont pas encore, il faut qu'ils le gagnent. Et ça, ils le feront entre le 20e et le 30e mois, parce qu'entre le 20e et le 30e mois, il y a une période sensible, déterminée biologiquement, où tous les bébés du monde peuvent apprendre n'importe quelle langue à une vitesse stupéfiante. 10 mois. En 10 mois, un bébé qui est bien entouré apprend sa langue maternelle, avec l'accent, avec les mots, avec les exceptions aux règles maternelles, avec les jeux de mots. À 30 mois, il commence les premiers jeux de mots. C'est-à-dire qu'il commence à maîtriser le langage. C'est une performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de sa vie. Personnellement, ça fait 80 ans, ça fait 70 ans que j'apprends l'anglais et que je suis débutant. Donc, alors que si j'étais né en Angleterre, j'aurais appris l'anglais avec un accent d'Oxford, mon vieux. Donc ça veut dire qu'il y a une période sensible. Pour répondre à la question que vous apprêtez à poser, si on rate cette période sensible, on peut faire un travail de résilience, mais après. Donc la période sera moins sensible, donc il faudra plus travailler, et là il faudra faire intervenir les professionnels qui se sont formés pour faire ce que la bonne nature n'a pas pu faire avant. La période sensible a été ratée, on peut le faire. On voit maintenant sur le plan biologique, grâce au microscope électronique, qu'on pensait que les personnes âgées, le cerveau était atrophié. Alors c'est en partie vrai, mais on constate aussi que même à partir sur des cerveaux de 80 ans, il y a encore des bourgeons synaptiques qui se développent. C'est-à-dire que les gens peuvent encore apprendre. Simplement, ils ne vont pas apprendre une langue à 80 ans comme à 20 mois. À 20 mois, on l'apprend au corps à corps. On est au contact, on imite maman, la langue maternelle, une figure d'attachement qui nous sécurise. On joue à imiter et on a mis les sons, on s'entraîne et en 10 mois, on acquiert 1000 mots. C'est-à-dire qu'actuellement, dans certains quartiers, les enfants rentrent en maternelle à 3 ans en France avec un stock de 1000 mots. Dans d'autres quartiers, les enfants rentrent en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels vont fournir la population des bons élèves. Les enfants qui ont 200 mots vont être humiliés par l'école. On parle de phobie scolaire. C'est pas vrai. Ils sont humiliés par l'école. Les petits copains vont jouer à comprendre et eux, ils comprennent qu'ils ne comprennent rien. Ils comprennent qu'ils ne comprennent même pas les consignes. Donc on leur apprend à détester l'école et ils détruisent une classe parce qu'ils sont malheureux. Donc là, on a une solution. Si avant, alors ça c'est la réforme suivante qu'on a proposée, qui commence à être appliquée, faire des maisons, ce qu'on a appelé les maisons des 1000 jours. Parce que les Africains ont un très beau
proverbe, il faut tout un village pour élever un enfant. Je crois que c'est vrai. Si une mère seule, ben, elle n'est pas heureuse, elle est malheureuse, et l'enfant prend sa part du malheur de sa mère. Donc, première conclusion pratique, ne pas laisser les jeunes mères seules. Deuxième, donc, ce qui les ennuie rarement. Ça, deuxième conclusion pratique, inventer le village que notre culture technique a détruit. Actuellement, on est de plus en plus seul derrière un écran. On fait des performances de communication stupéfiantes, on ne fait pas de performances de relation. Les écrans permettent une communication, ils abîment la relation. Or, on sait qu'après, au-dessus de 5 heures par jour, un adulte augmente sa probabilité de dépression par 3. Et pour les enfants, alors là, les retards de langage sont très nets quand on les met face à un écran. Et donc il faut réinventer un équivalent de village. Et l'équivalent du village, c'est la maison des 1000 premiers jours que j'ai vu fonctionner au Brésil, avec qui j'étais avec Osterman, qui doit venir dans la... Et donc, que j'ai vu fonctionner au Brésil. Et que j'ai vu mettre au point par la municipalité d'Arras. Arras a fait la première maison des 1000 jours en France. C'est une association, ça coûte pas cher. C'est une association qui parasite. Alors ça peut être là à Arras, c'est une crèche très grande. J'ai été invité récemment à Nice, où ils ont fait, le conseil régional a aussi financé une maison des 1000 premiers jours, où il y a des psychologues, des éducateurs qui ont envie de tenter cette aventure. C'est pas cher, c'est les locaux qui existent, on ne paye pas l'association, c'est les parents qui font une association et qui viennent se rencontrer, se donner des conseils, et en bavardant, je souligne le mot parce qu'il est volontairement banal, en bavardant, ils entourent l'enfant, ils repèrent si quelque chose ne va pas, ils ne font pas le diagnostic, ce n'est pas leur métier. Mais ils repèrent, tiens, pourquoi il ne sourit pas, pourquoi il ne tend pas les bras, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, on peut demander l'avis d'un professionnel. On peut dépister très précocement, de la manière la plus culturelle, affective possible. Et on espère que, par exemple, il y aura beaucoup de troubles seront dépistés par cette banalité gentille, qui sera une réforme culturelle qui est déjà en chantier dans plusieurs municipalités. Et je pense que si on arrive à faire développer ça, je pense qu'on dépistera précocement beaucoup de troubles. C'est vrai que vous faites partie depuis longtemps des personnes qui nous entourent d'une certaine manière. Votre discours joue le rôle de cette maison des 1000 jours, je trouve. En piochant dans chacun de vos essais, on peut y trouver des choses très contenantes aussi. Donc c'est vrai que, et on en fait l'expérience avec vous ce soir, on est rarement seul quand même quand on est à vos côtés. J'aimerais insister sur le langage. Le langage, la parole. Alors peut-être dans votre dernier essai, justement, vous livrez une analyse dans la manière par laquelle l'individu peut se maintenir en vie, avec de l'aide ou seul, face à des conditions et des ambiances délétères. Ce village me faisait penser, j'associais sur l'orphelinat. Vous disiez qu'à vos 14 ans, vous avez rencontré une équipe, des personnes, dans une institution où étaient placés pas mal d'orphelins de guerre. Voilà. Jusqu'à cette période, il m'a semblé que vous décriviez plutôt une expérience de silence. Et là, dans l'essai, c'est toute la sensorialité, peut-être sont des projections, hein, voilà. Toute la sensorialité qui se dégage de cette description. Vous racontiez des éducateurs qui n'étaient pas encore éducateurs à l'époque, ça n'existait pas, mais qui faisaient part de leur parcours personnel assez jeunes. Vous précisiez toute l'importance de pouvoir chanter. Alors il m'a semblé en yiddish, de pouvoir aussi bouger, de pouvoir être autorisé à vivre quelque part.
Pourriez-vous revenir sur cette expérience et l'importance qu'elle a pu avoir pour ce jeune Boris Cyrulnik de 14 ans? Alors oui, je pense que mon enfance qui était mal barrée, hein, a été rattrapée par cette institution où j'avais 14 ans et où là j'ai découvert un milieu où on chantait en yiddish, alors que pendant la guerre, le yiddish c'était la langue de la mort. Il fallait surtout ne pas parler yiddish. Et je vous disais tout à l'heure que j'ai dirigé une thèse il n'y a pas longtemps où une femme roumaine qui parlait roumain, français, allemand, très bien, comme beaucoup de gens d'Europe centrale, et elle doit fuir les persécutions antisémites de Roumanie, et elle se retrouve à Paris, où elle trouve un emploi, place de la Concorde. Il y avait un ministère de l'armée d'occupation, j'ai oublié quel ministère, s'il y a des historiens dans la salle, mais enfin, et elle trouve un emploi chez les Allemands dans ce ministère parce qu'elle parlait allemand, français et roumain. Et c'était un endroit de résistance très utile parce qu'elle était au courant de tous les mouvements d'argent, les mouvements de troupes, les mouvements de population, et qu'elle le signalait aux résistants communistes, les FTP, ou gaullistes, les FFI. Et donc son acte de résistance non armée a été très utile, et pour elle, c'était très dangereux. Et puis, elle est enceinte, et au moment d'accoucher, elle raconte à la doctorante, elle dit j'ai eu peur de l'accouchement parce que j'avais peur de crier en yiddish. Parce que pour elle, crier en yiddish, c'était révéler sa condition juive, c'est donc mourir. Donc le yiddish a été la première génération qui a suivi n'a pas appris le yiddish parce que c'était pas la langue maternelle qui est tellement sécurisante et parce que c'était la langue interdite, c'était la langue du danger. Et quand j'ai été dans cette institution, on chantait en yiddish. Il y avait des chansons klezmer très belles, très douces, très mélancoliques, parfois et puis tout d'un coup très gaies, enfin le klezmer, quoi, que j'aime beaucoup. Et qui en même temps racontait l'histoire du peuple juif. L'identité était formée non pas par la mort, mais l'identité était formée par la chanson, par une culture, par quelque chose qu'on chantait ensemble. C'est-à-dire que c'était socialisant, ça créait du lien affectif. D'ailleurs, regardez, dans tous les pays où il y a une chorale, les gens chantent. Dans les révolutions, dans les mouvements sociaux, il y a toujours des chants qui caractérisent ces mouvements sociaux. Il faut qu'il y ait des chants qui caractérisent. Alors ça veut dire que dans cette institution-là, il y avait deux femmes remarquables, Luba et Anna Wilner, qui avaient été formées en Pologne par Korczak. Donc Korczak, c'était un pédiatre qui a eu une vie magnifique et tragique. Vie magnifique parce qu'il a conçu une pédagogie. Au lieu de considérer que les enfants, pendant des siècles, on a considéré qu'il fallait dresser les garçons parce qu'ils allaient devenir des bêtes sauvages, et il fallait entraver les filles parce que sinon elles allaient tous se prostituer. C'est avec ces doux principes éducatifs qu'on a fait plusieurs siècles. Donc, et Korczak dit, mais pas du tout, il faut faire la République des enfants, ce que j'ai connu. Et à ce moment-là, les éducateurs, le métier n'existait pas, c'était des jeunes très motivés, qui disaient, ben voilà, on va s'occuper de ces enfants. Et ils s'en occupaient par le chant qui était une histoire, qui transmettait une histoire, le plaisir d'être ensemble et le récit. On va s'en occuper par le sport, et contrairement, il n'y a pas très longtemps, ou quand j'étais gamin, on disait, quand on a les hommes qui sont trop musclés, ils ont un petit cerveau et un petit zizi, on disait ça, quoi. Et alors, maintenant, on constate que pour les scanners, c'est exactement le contraire. Quand pendant la résonance magnétique, les violonistes
j'ai la chance de travailler à Toulon avec Pierre Lemarquis, qui est neurologue, musicien et musicologue et de renommée, et qui montre que dans les résonances magnétiques, les violonistes ont une hypertrophie des zones correspondantes cérébrales, les pianistes ont une hypertrophie de la zone cérébrale qui correspond à la motricité des doigts. Donc ça veut dire que l'action musculaire renforce le cerveau. Alors on n'a pas encore fait de résonance magnétique pour le zizi, mais vous me... C'est tout un programme, ça ouvre des perspectives. Pour revenir sur votre ouvrage, en fait, et notamment ce qui caractérise bon nombre de vos ouvrages, et celui-ci en particulier, il y a plusieurs lectures qu'on peut avoir. Il y a d'abord votre parcours d'enfant jusqu'à l'âge adulte, qui s'apparente à un vrai parcours et un vrai processus de résilience. Et vous indiquez régulièrement les moments clés comme ça, comme ce que vous évoquiez à l'instant dans cette orphelinat. Et cette question aussi si importante au cœur de l'ouvrage, la question de la quête du sens, de la compréhension qu'on peut avoir en tant qu'enfant des événements qu'on traverse, et puis aussi bien sûr en tant qu'adulte. Et il y a à la fois sous forme de témoignages par rapport à certains exemples de votre propre parcours d'enfant. Ça rejoint aussi la question bien sûr du langage, parce que pour trouver du sens, il faut pouvoir discuter avec soi-même et aussi discuter avec d'autres, partager. Et donc peut-être revenir sur ce processus de résilience, notamment sous ce versant aussi de compréhension et de la question du sens qui est au cœur de ce processus de résilience et de la façon dont finalement on se raconte des histoires aussi pour comprendre ou pour faire face à une réalité qui est parfois insupportable. Ce qui rejoint notamment aussi les travaux de Brunner sur pourquoi nous racontons-nous des histoires, pour pouvoir faire face, pour continuer à trouver du sens et à avancer. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui est lié au processus de résilience que vous illustrez en fait à travers votre propre parcours, et autour notamment de cette question de la compréhension et qui rejoint aussi cette question du laboureur en fait, et cette question de cette liberté intérieure qu'on va pouvoir, si on peut dire, conquérir à travers ce processus de construction du sens. Si vous voulez en dire quelques mots pour le public sur ces aspects-là. Alors, effectivement, surtout dans les théories de la résilience, le sens qu'on donne aux événements ou aux choses modifie la manière dont on les ressent. Si on n'avait pas une direction, un rêve, une utopie, un désir et une histoire, un passé, l'histoire c'est une représentation de soi. Si on n'avait pas une histoire et un rêve, on ne pourrait pas donner sens à ce qu'on perçoit. C'est-à-dire que le sens qu'on donne à ce qu'on perçoit et aux événements qu'on a subis ou auxquels on a assisté modifie la manière dont on les ressent. Alors je raconte toujours une histoire qui est devenue presque un mythe. J'ai inventé une fable, Charles Péguy, et maintenant on me la raconte comme si c'était vrai. Alors c'est une invention. Hein. Et la fable Charles Péguy, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Charles Péguy, il va à la cathédrale de Chartres et il voit un homme qui casse des cailloux. L'homme sue, il a des grimaces de souffrance. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? J'ai pas trouvé d'autre métier, c'est un métier absurde, je suis mal payé, j'ai mal au dos, je suis seul, je souffre. Charles Péguy continue son chemin, il voit un deuxième homme, torse nu, qui casse des cailloux. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ben, je casse des cailloux, je suis en plein air, je gagne un peu d'argent, c'est pas mal comme ça. Il continue son chemin, il voit un troisième homme qui casse des cailloux, et les rayons de bonheur lui sortent de la tête. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous voyez bien, moi, je bâtis une cathédrale. C'est-à-dire que le geste était le même. La signification attribuée au geste, la direction attribuée au geste, je casse un caillou pour fabriquer une cathédrale, fait qu'il transformait totalement la manière d'éprouver le réel. Or, donc, le sens vient de l'histoire. On a besoin d'historiens, on a besoin de philosophes, on a besoin de romanciers, on a besoin de poètes, on a besoin de tous ces fabricants de mots pour donner sens aux choses.
Et à ce moment-là, on peut métamorphoser la manière dont on éprouve le réel. Je ne sais pas ce que c'est le réel, mais enfin, c'est un mot qu'on emploie, mais je ne sais pas qui peut définir le réel. Mais bon, c'est un mot qu'on emploie, donc je l'emploie comme tout le monde. Mais ça métamorphose la manière d'éprouver notre propre vie. Oui, par rapport à ce sujet, une association, et puis on sera court, nous, sur nos questions pour vous proposer aussi, si vous le souhaitez, évidemment, et ça ne manquera pas de poser vos questions aussi à Boris Cyrulnik. Sur cette idée de la quête de sens, j'associe, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Dans votre ouvrage, vous parliez de quelqu'un qui est, je pense, trop méconnu, surtout pour les personnes qui se forment en psychologie ou en général pour l'accompagnement et la relation d'aide, c'est Viktor Frankl. Et là, alors évidemment, ces ouvrages arrivent comme des évidences. La quête de sens, donner un sens à sa vie, vous en parlez et vous restez assez pudique quand même sur son apport par rapport à votre pensée, mais vous dites de lui des choses très fortes. Je me permets juste une citation parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et encore une fois, dans les programmes de formation en France, dans les milieux universitaires, il est méconnu, ce monsieur. Et pourtant, vous êtes deux, hein, vous et lui, à mettre en avant cette importance de construire sa vie à partir d'une quête de sens, ce que notre société, peut-être, n'encourage pas forcément. Il était Victor, je cite, hein, Victor a passé 3 ans dans 4 camps, Theresienstadt, Auschwitz, Kaufering et Turkheim. C'est incroyable qu'il ne soit pas mort. Ses pieds, gonflés par un œdème de carence, gelés, écorchés, lui permettaient à peine de marcher. Il se regardait mourir avec un certain intérêt, une distance de soi, où il se voyait expliquant, lors d'un congrès imaginaire, comment on meurt à Auschwitz. Alors, très intéressant, n'est-ce pas, dites-vous? Et là, vous citez ce plaisir de comprendre que moi j'ai mis en gras, là, dans mon copier-coller, plaisir de comprendre comment il mourrait lui permettait de moins souffrir. Alors, c'est absolument pas évident, mais j'ai l'impression que ça peut marcher. Et il faut quand même aller chercher du sens très loin et dans des difficultés, je dirais abominables. Il ne souffrait que du gel et de la famine. La place du corps dans votre travail est quand même quelque chose d'assez capital. Il ne souffrait que du gel et de la famine, il ne souffrait plus de l'angoisse de la mort imminente, puisque dans son âme, il préparait une réflexion intéressante à partager avec ses amis médecins. Moi, je trouve ça génial. C'est magnifique. Et c'est vrai que parmi nous, il y a certainement des psychothérapeutes, des personnes qui sont versées, en tout cas intéressées par la relation d'aide. Et du coup, je ne peux pas dire, j'ai oublié quelle était la question, mais je trouve ce que je dis intéressant quand même, hein, en vous citant. Mais voilà, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être quelques mots sur Viktor Frankl, Viktor-Émile Frankl? Alors, merci de m'inviter à parler de Viktor Frankl, qui effectivement est méconnu en France, mais il est hyper connu en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, j'ai vu de mes yeux vus, c'est une idole. Ce que j'ai vu en Amérique du Sud, dans beaucoup de pays, à Buenos Aires, ce que j'ai vu, des petits livres dans les kiosques dans la rue, il y avait Lacan, Viktor Frankl, Messi. Et c'était les 3 vedettes transcendantes de l'Amérique du Sud. Et Viktor Frankl est très connu. Et donc, alors, je pense qu'on a tort de le méconnaître parce qu'il est très proche des théories actuelles, de la neuropsychologie actuelle. Il était neurologue, psychiatre, psychologue, philosophe. C'est-à-dire que, et sportif, alpiniste. C'est-à-dire qu'il avait tout ce qu'on recommande aux jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire la multidisciplinarité, le corps, la relation, l'affection, et de ce qu'on demande. Et Viktor Frankl donne sens de manière presque à la fois merveilleuse et incroyable quand il arrive à Auschwitz. Quand il dit « j'ai un trésor dans le doubleur de ma veste ». Et ce trésor, c'était la publication qu'il comptait faire à la prochaine réunion de la Société de neurologie de Vienne.
C'était d'une naïveté incroyable quand on connaît la suite. Et il avait caché la doublure, la publication dans sa doublure pour y travailler. Mais il y a une autre qui a fait ça, c'est Germaine Tillion. Germaine Tillion, à Ravensbrück, souffre tellement qu'elle envisage la mort. Elle fait tout pour se suicider. Et puis, à un moment, elle sort pour se jeter sur les fils barbelés électrifiés. Alors, ou bien elle aurait été tuée avant d'arriver au fil, ou bien en arrivant au fil barbelé, elle aurait été tuée quand même. Et elle dit, le bleu du ciel était tellement beau que je me suis dit, le bleu du ciel est tellement beau que je ne peux pas mourir. Et elle rentre dans le cabanon, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne sens à l'emprisonnement en se mettant à écrire un opéra qui a été joué au Châtelet, Verfügbar aux Enfers. Et il y avait Geneviève de Gaulle qui était à côté d'elle, il y avait Madame Olivier Postel-Vinet, il y avait des grandes dames de la Résistance. Et ces dames mourantes, humiliées, se mettent à pouffer de rire parce que Germaine Tillion prend Offenbach, musicien juif, pour ridiculiser les gardiens. Et ces femmes pouffent de rire parce qu'elles ont métamorphosé la perception du réel. Et ça, elles l'ont fait parce qu'elles avaient un projet assez invraisemblable quand on voit... Alors si elles s'étaient soumises au réel, ce qu'elles devaient faire, c'était déprimer et espérer la mort. C'était l'adaptation à Auschwitz ou à Ravensbrück. Ce que Victor Frankl a fait et ce qu'a fait Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle, c'est au contraire, c'est transformer l'horreur en œuvre d'art dérisoire. Offenbach, ou au contraire la publication de neurologie, la publication de neurologie en entrant à Auschwitz. C'est assez incroyable. Ça lui a donné une direction. Donc ça lui a permis de supporter ça, et même il dit cette phrase que vous avez citée, il était mort, il était près de la mort. Quand on a un œdème de carence, c'est que vraiment on est très près de la mort. Et il avait un œdème de carence, et il écrit « Je me regardais mourir avec un certain intérêt ». C'est-à-dire que ça l'intéressait encore de se voir mourir. Et j'ai entendu une phrase analogue par sœur Emmanuelle, où j'avais été invité à Saint-Raphaël. Quelques jours, elle n'avait que 104 ans, et quelques jours avant sa mort, les gens avec qui j'étais, est-ce que vous avez peur de la mort? Parce qu'à 104 ans, on peut s'y attendre. Et est-ce que vous avez peur? Non, non, je vais enfin savoir. C'est-à-dire que dans sa représentation du monde, il allait se passer quelque chose qu'elle allait découvrir. Donc elle continuait, comme Victor Frankl, comme Germaine Tillion, elle continuait à espérer et à utiliser son histoire, la représentation de soi, pour projeter quelque chose qui va venir. Elle donnait sens, ces gens-là ont donné sens, et du coup, dans des conditions inhumaines, j'ai tort de dire inhumaines, parce que les mangeurs de vent sont des humains qui fait, et c'est au nom d'une idéologie délirante qu'ils créent des situations qui ont condamné des millions de gens à la mort dans des tortures incroyables. Et ce n'était pas des psychotiques, c'était délirants, des privatifs, l'IRA coupé du sillon, coupé de la terre, coupé de la réalité sensible. Donc je pense qu'on peut employer le mot délirant pour quelqu'un qui est normalement névrosé. Parce que donc on peut être délirant sans être psychotique. Et je pense qu'il y a des cultures délirantes. Quand on fait la guerre, c'est un récit social qui a embarqué tout le monde et qui fait que les gens sont dépossédés d'eux-mêmes. Alors là, je réponds enfin à votre question sur Hannah Arendt. C'est-à-dire, les gens sont dépossédés d'eux-mêmes, ils ont perdu leur liberté intérieure en récitant des slogans de quelqu'un, d'un gourou, d'un chef, d'un parti politique, d'un parti religieux, d'un parti idéologique, qui leur donne,
qui leur donne un récit, non pas à réfléchir, mais un récit à réciter. Et quand on réfléchit, c'est pas du tout le même effort, on élabore. Et en neuroimagerie, il y a eu une femme, une anglaise, qui s'est rendue célèbre, Eleanor McGeer, en faisant des neuroimageries à des chauffeurs de taxi. Et elle a comparé la neuroimagerie des chauffeurs de taxi avec la neuroimagerie des conducteurs de bus. Les chauffeurs de taxi, ils doivent passer une licence. Là, il y a un pont, là, il y a un sens interdit, là, il y a toujours du monde. Ils passent leur temps à réfléchir. Et ils font des réflexions en images, parfois en mots. Ça m'est arrivé une fois. Le gars passait son temps à me dire, je vais m'arrêter là. Moi, j'avais envie de lire, j'avais envie de... Et lui, il me racontait le travail mental qu'il était en train de faire. Eh bien, les chauffeurs de taxi hypertrophient le système nerveux limbique, le socle neurologique de la mémoire et des émotions. Alors que les chauffeurs de bus, qui font toujours le même trajet, ils ne réfléchissent pas, ils hypertrophient rien du tout. Et quand récemment, elle a refait le même travail avec les chauffeurs de taxi qui maintenant ont un GPS, eh ben leur système limbique n'est pas du tout hypertrophié. Il rejoint le système limbique des chauffeurs de bus. Donc, ça veut dire qu'en psychologie, en psychothérapie ou dans la vie courante, ce qui fait que les gens vont mieux, ce n'est pas la récitation d'un dogme, ce n'est pas la récitation d'une théorie, c'est l'élaboration, le travail, l'hésitation. Qu'est-ce qu'il me raconte ce psychothérapeute? Je ne suis pas d'accord. D'accord, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et hop, ils travaillent, ils élaborent. Et c'est l'élaboration qui entraîne le fonctionnement du cerveau différente, et si ça dure des mois, qui entraîne une modification de la structure cérébrale. Juste en guise de conclusion pour ce côté de la salle, et puis on vous fera passer le micro avec plaisir. J'avais relevé, alors pour ne pas partir sans le dire, Viktor Frankl disait, à côté de Freud, je ne suis qu'un nain, mais si un nain grimpe sur les épaules d'un géant, il voit beaucoup plus loin que lui. Et c'est vrai qu'à la lecture de vos ouvrages, j'ai l'impression d'être ce nain-là, de comprendre des choses que je n'ai pas vraiment expliquées moi-même. Qu'est-ce qu'il est bien, ce jeune, alors? Peut-être quelques mots voilà, en guise d'un des éléments aussi que je voudrais souligner par rapport à la fois à votre ouvrage et puis plus largement à votre parcours. Moi, il me semble que, sans être sur la question de la taille, de quoi que ce soit d'ailleurs, mais à travers finalement votre ouvrage, il y a vraiment une vision, une visée, je dirais, politique, militante, autour d'une conception de l'humain. Vous venez de la rappeler, sur l'importance de la pensée, d'élaborer. Conception de l'humain, une conception de la personne, qu'on essaye de défendre aussi, nous aussi, dans nos divers enseignements au sein de la formation et au-delà, puisqu'on forme des futurs psychologues, et justement pour ne pas former des techniciens de la psychologie, mais des psychologues en capacité d'élaborer avec les patients, avec les jeunes, avec les enfants, avec les adultes aussi. Et ça, je trouve que c'est vraiment un vrai projet politique que vous défendez, avec la générosité qui caractérise aussi tout ce que vous pouvez livrer aussi de votre parcours, et à travers ça, ce processus de résilience et l'importance de penser par soi-même. Moi, c'est vraiment le message que je trouve fort dans cet ouvrage, d'être un laboureur. L'importance, pas que du cerveau, mais l'importance de l'affect aussi, l'importance de la relation à l'autre. Et voilà, cette insistance, en tout cas, que je trouve d'autant plus importante dans les contextes qui sont les nôtres, justement, sur laquelle insister, cette nécessité de penser, parce que l'individu, l'humain, tout déterminé qui peut être par le biologique, le social, etc., finalement, on agit humainement, pour reprendre les propos d'un autre psychologue, Philippe Malrieux. Cet individu ne peut agir humainement que s'il agit personnellement, c'est-à-dire par des essais, par des erreurs, en prenant conscience de ses déterminismes et en pouvant ensuite faire des choix, en fait. Dépasser ces déterminismes en faisant des choix. Et je trouve que tout votre ouvrage, il illustre à travers les exemples de votre enfance, de votre parcours, et puis d'autres exemples que vous reprenez, cette importance, en fait, de cette conception de l'humain
pour pouvoir élaborer sur ce qui agit sur nous et la façon dont on peut aussi agir sur l'environnement, pour reprendre quasiment et paraphraser une de vos formules. Et vraiment, ça, je trouve que c'est pour moi un message fort, nécessaire. Voilà, et en même temps, je trouve que c'est comme une sorte de transmission, on en parlait cet après-midi, de transmission extrêmement importante par rapport à votre propre parcours personnel et professionnel. Voilà. Alors, merci pour cette question, parce que je pense que les découvertes scientifiques actuelles vont impliquer des réformes de l'éducation et de la culture. Surtout maintenant avec le Covid qui a détruit la société, qui a détruit l'école, qui a fortement abîmé l'université. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir repenser ça. Et je pense que ce paradoxe de la condition humaine, c'est de la condition de beaucoup de mammifères d'ailleurs, c'est je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre. Je ne peux penser par moi-même que s'il y a des autres avec lesquels je vais pouvoir élaborer ma pensée, chercher les mots. Alors, on voit qu'il y a les mots parlés n'ont pas le même effet neurologique que les mots écrits. Dans les mots parlés, c'est une interaction. J'ai besoin de vous voir, c'est une conversation, j'ai besoin de voir elle hoche la tête pendant que je parle, c'est-à-dire qu'elle est co-auteure de mon discours. Elle n'a pas dit un mot, et en hochant la tête, elle m'a approuvé. Alors que si elle avait fait, j'aurais certainement changé de discours. Donc, préverbalement, elle a participé à mon discours. Ce n'est pas du tout le cas pour la parole écrite. Dans la parole écrite, je m'adresse à quelqu'un d'invisible, mais qui va me comprendre et à qui j'ai envie de me confier. Donc, je vais raturer, je vais élaborer. Ça, il ne peut pas comprendre. C'est ce qui se passe en psychothérapie. Non, là, j'ai mal dit. Ou alors, il ne me comprend pas. Non, là, c'est moi qui me suis mal exprimé. Il ne peut pas me comprendre. Donc, ces hésitations, ces ratures, ces élaborations font partie du travail d'élaboration. Ah, j'ai enfin compris ce qu'il voulait me dire. Donc ça veut dire, c'est l'opposé de la récitation. Et qu'est-ce qu'on fait dans la récitation? Comment on fait pour avoir nos diplômes? En récitant. C'est-à-dire que je suis un perroquet diplômé. C'est-à-dire que les perroquets, il y a un langage de perroquet. Les perroquets parlent. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Donc ils parlent. Et ben voilà, je suis un perroquet diplômé. J'ai récité des tas de choses que je n'avais pas très bien comprises. Mais que j'ai compris assez vite. 30 ou 40 ans après, j'ai enfin compris ce qui m'avait permis de réussir mes examens. Mais alors, par exemple, quand j'ai passé mon CES de neuropsychiatrie, puisque je suis un archéopsychiatre, hein, j'ai été diplômé d'avant 68, vous étiez jeune en 68. Hein. Donc, quand j'ai passé, on devait apprendre les hérédodégénérescences familiales, théorie nazie. J'ai passé mon CES en 70. On devait donc apprendre à l'université, on devait réciter ce qui avait bâti le socle de la théorie nazie. Il y a des familles qui sont de moins bonne qualité biologique que d'autres. On apprenait ça. Donc ça veut dire que là, il n'y avait pas d'élaboration. Il n'y avait pas la possibilité d'élaborer, sinon on était collé. Donc l'université a le choix ou bien à formater les étudiants, les enfants, les étudiants, ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui a une espérance de vie d'1 siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on fait sprinter les enfants alors qu'ils ont 1 siècle à vivre? S'ils perdent 1 an ou 2, d'abord c'est même pas dit qu'ils perdent 1 an, parce que les enfants qui apprennent le plaisir de réfléchir, ils perdent pas 1 an. Au contraire, ils gagnent. Donc ces enfants-là,
j'ai travaillé au Japon, enfin j'ai été invité au Japon, où j'ai souvent entendu la réflexion, l'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance. C'est-à-dire qu'on fait tellement, en Corée du Sud, où j'ai pas été, il paraît que c'est encore pire. Mais les enfants, on les fait tellement sprinter que certains tiennent le coup et ils font des performances intellectuelles stupéfiantes, beaucoup cassent. Et beaucoup de garçons décrochent. Il y a une maladie. Non, je gomme le mot maladie, c'est pas le mot adapté. Il y a un désespoir tel que les Japonais, les psychologues japonais, appellent ça le hikikomori, qui a été publié, qui est arrivé en Amérique du Sud. J'ai reçu il n'y a pas longtemps des publications uruguayennes qui parlent les garçons, plus que les filles, décrochent. Et ils s'isolent dans leur chambre avec quelques écrans, ils ferment les rideaux, ils se coupent du monde. Donc ce décrochage-là est provoqué par l'accélération de la culture. Si un gosse perd un an, qu'est-ce que ça peut faire? Surtout une femme, elle va vivre un siècle. Donc qu'est-ce que ça peut faire si elle perd un an? Eh bien notre culture n'a pas encore incorporé, continue à faire sprinter les enfants, quelques-uns tiennent le coup, ils font des performances intellectuelles stupéfiantes, beaucoup cassent. Est-ce que la réussite vaut ce prix? Alors qu'on peut faire une autre méthode qui ne casse pas les enfants et qui peut-être leur donne le plaisir d'apprendre. Et quand j'ai travaillé avec Blanquer, on a insisté sur la notion de plaisir d'apprendre. C'est le plaisir, le désir, c'est notre moteur. Qu'est-ce qui nous donne le plaisir d'apprendre? C'est l'envie de comprendre. Ou alors c'est l'envie de bluffer, c'est l'envie de dire j'ai compris ça que tu n'as pas compris. Ou alors c'est de faire des publications, comme Victor Frankl, ou comme votre serviteur. Donc ça veut dire que, mais c'est un plaisir. Et ce plaisir invite au travail et change la signification du travail qui n'est plus une corvée, qui devient un plaisir. Peut-être, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, on peut faire passer le micro. Très bien. Bonjour Monsieur Cyrulnik, je suis Isabelle Donget, je suis éducatrice de jeunes enfants. Je suis responsable de 2 microcrèches sur la région bordelaise. J'ai pas de questions à vous poser, mais j'ai juste à vous dire merci. Merci pour avoir guidé ma carrière. J'ai 30 ans de carrière dans le milieu de la petite enfance. J'ai vu dans ce milieu-là beaucoup de choses et des évolutions incroyables. Aujourd'hui, j'ai la chance, la semaine prochaine, de vous avoir comme professeur. J'intègre l'Université de Lille. Dans le parcours des 1000 premiers jours, je rentre en diplôme universitaire, accompagner la famille, prendre soin plutôt que de soigner. Et au sein de nos crèches, nous avons mis en place des ateliers de soutien à la parentalité. Et nous réapprenons à prendre du plaisir à être ensemble. Nous faisons des ateliers régressifs avec les parents. On se roule par terre, on chante, on fait de la peinture, on patauge, on patouille et on se retrouve avec des problématiques parentales, avec des joies, avec des peines, avec l'attachement au cœur de nos cercles de parole. Et tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos écrits qui ont guidé ma carrière, qui m'ont portée. Aujourd'hui, je suis très fière et très heureuse d'être là. Et très intimidée aussi. Et je voulais vous remercier au nom de mes équipes et de tous les parents qu'on a soutenus, qu'on encourage encore, et de tous ces enfants qu'on voit grandir au quotidien. Merci. Merci pour tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mais quand on fait une publication, cette publication qu'on signe est le résultat de plein de travaux antérieurs. On ne pense pas seul, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le paradoxe, c'est que notre pensée personnelle est le résultat de rencontres avec d'autres pensées. Et avant la neuromusicologie, maintenant, elle est fortement
étayer. Tout à l'heure, je parlais des doigts de pianiste, l'hypertrophie des doigts, donc de pianiste. Mais maintenant, on voit que chez les bébés préverbaux, et ça je témoigne comme vous, l'autre jour j'étais à Arras, dans la crèche d'Arras, et il y avait des bébés fortement préverbaux, et puis une puéricultrice met une musique, la plupart des enfants se sont arrêtés, il y avait une petite, alors là, dès qu'on mettait la musique, elle souriait jusqu'aux oreilles. On arrêtait la musique, elle recommençait, elle cherchait un substitut, on remettait la musique, hop, elle s'arrêtait. Donc la musique est un stimulant sensoriel particulier. Et je pense même que ça fait partie de la parole. La prosodie, c'est-à-dire l'énonciation, c'est-à-dire la manière de dire, modifie le sens de ce qu'on a à dire. Alors là, l'école de Palo Alto a fait des performances impressionnantes là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des manières de dire « je t'aime » qui veulent dire « je t'aime pas ». Hein, par exemple, mais oui, je t'aime. Bon, je t'aime, ça veut dire tu me casses les pieds. Ça veut dire donc, ou alors il y a l'énonciation, c'est un exemple que je prends souvent pour les étudiants. Vous êtes l'armée anglaise, non, vous êtes l'armée française. Je suis je suis l'officier de la bataille de Fontenoy, vous êtes l'armée française, et vous êtes l'armée anglaise. Vous vexez pas, hein, vous êtes l'armée anglaise. Et je dis, en regardant l'armée anglaise, j'enlève mon chapeau, et je dis, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Oh, ces Français, quel courage, quel panache. Je vais même maintenant dire les mêmes mots, mais changer la musique de mes mots et la direction de mon regard. Je vais regarder l'armée française. Messieurs, les Anglais, tirez les premiers. J'ai dit les mêmes mots qui signifient exactement le contraire. Et dans le langage quotidien, alors les enfants sont très sensibles à ça. Et puis, donc dans le langage quotidien, l'énonciation, la manière de dire, participe à... D'où la nécessité des chansons. Parce que dans les chansons, on peut tout dire. Bonjour mon cousin, bonjour ma cousine, on m'a dit que vous m'aimiez, est-ce bien la vérité? Donc l'interdit de l'inceste est énoncé. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire à un enfant, tu ne peux pas faire l'amour avec ta sœur. Mais on peut lui dire bonjour mon cousin, bonjour ma cousine, est-ce bien la vérité? Donc ça veut dire que les chansons ont une fonction éducative, l'amour, un modèle d'amour. Les films actuels ne sont pas des modèles d'érotisme très poétiques. Hein. Actuellement, la sexualité est actuellement présentée comme une boîte à ordures. C'est-à-dire que je pense que là, nos fabricants de cinéastes, nos romanciers, nos chanteurs ont une place à prendre qu'ils ne prennent pas. Donc je veux dire que là, il y a un déficit culturel qui a une fonction éducative. Donc on a une possibilité d'agir sur le milieu qui agit sur nos enfants. Tout à fait. Donc on a une responsabilité. C'est à nous de chanter, d'expliquer, de faire des pièces de théâtre, de faire jouer, parce que ça a une fonction éducative. De plus, la pièce de théâtre, elle a une fonction éducative majeure, c'est le développement de l'empathie. C'est-à-dire, tu vas te mettre dans la peau de cet enfant, Dickens, Victor Hugo, Cosette. Tu vas te mettre dans la peau de Cosette. Et tu vas essayer de nous dire ce que tu aurais ressenti si tu avais été à la place de Cosette. Charles Dickens, Oliver Twist. C'est-à-dire que les romanciers, les artistes, ont une fonction éducative fondamentale que notre culture n'a pas mis en valeur parce que la fonction mise en valeur, ça a été la rentabilité commerciale. Et la rentabilité commerciale, c'est plus on frappe bas, plus on gagne d'argent. Oui, je voulais dire que je suis pianiste professionnelle et que j'ai vu des enfants
qui était, et particulièrement un qui me revient en mémoire, qui était incapable, sa maman est venue m'amener son fils en disant, voilà, cet enfant, mon fils, est incapable de lire, il ne sait pas lire, et je me dis peut-être que la musique lui ferait du bien. Et effectivement, voilà. Oui, oui. Et effectivement, cet enfant, à partir du moment où je l'ai eu, je lui ai dit, écoute, je ne te laisserai rien passer, il va falloir vraiment que tu travailles, que tu sois responsable de ton travail. Et il a extrêmement bien travaillé, la musique lui a plu beaucoup, et il est devenu, sa maman est venue me remercier, il est devenu premier de sa classe tout le temps. Donc la musique, ça s'est pas bien terminé pour lui après, parce qu'il s'est noyé en piscine un jour. Et donc ça, c'était très triste. Mais en tout cas, c'est vrai que la musique l'avait complètement redressé intellectuellement. Mais bien sûr, je pense qu'on a sous-estimé la plasticité de l'intelligence. L'intelligence et l'intelligence n'est pas une qualité cérébrale. L'intelligence, c'est une qualité relationnelle. C'est-à-dire que si on est avec quelqu'un avec qui on se sent bien, et j'ai dirigé une thèse d'Agnès Pommier qui montre comment des enfants en difficulté d'apprentissage, dès qu'ils sont sécurisés, améliorent leur performance. C'est-à-dire que l'affectivité et les résultats scolaires sont fortement liés. Et donc, on a négligé cet aspect de l'éducation en voulant uniquement transmettre des informations. Et quand un enfant est bien, il demande qu'à apprendre. C'est-à-dire que, en revanche, quand il est malheureux, on voit par exemple en Ukraine où les gosses faisaient d'excellentes performances scolaires, surtout en langue ou en mathématiques. Je pense que avec la guerre actuelle, leurs performances vont chuter. Comme on l'a vu après la Seconde Guerre mondiale, où les pays d'Europe centrale ont tellement souffert de la guerre que les résultats scolaires étaient très mauvais. Et je pense, dès que la paix est apparue, et dès que l'école et les familles ont été réorganisées, les performances scolaires ont rattrapé leur retard très rapidement. Ouais. J'ai une dame qui voulait parler. Oui, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu plus des mangeurs de vent. Moi, simple observatrice de la situation géopolitique dans le monde, j'avoue que je suis assez effrayée et j'ai là par ces mangeurs de vent qui, à mon avis, prennent une dimension extraordinaire et très très importante dans le monde, dans toutes les sociétés, dans les démocraties, dans les autocraties bien sûr et dans les démocraties. Et j'ai l'impression que les laboureurs sont en infériorité, ou bien c'est une partie silencieuse qui ne s'exprime pas, et malheureusement suffisamment. Et je suis assez pessimiste, donc j'ai l'impression qu'on n'apprend plus vraiment à réfléchir et que les mangeurs de vent prennent le dessus. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Si vous pensez la même chose ou vous êtes plus optimiste. Eh bien, j'ai peur que vous ayez en grande partie raison, parce que quand on voit sur la planète aujourd'hui le nombre de dictateurs ou de régimes autoritaires, d'escrocs culturels qui ont été élus démocratiquement, et on voit que, alors là, c'est les sociologues qui nous ont appris ça, quand un pays est désorganisé, on ne sait plus où, les gens ne savent plus où aller. Et donc là, le sens est perdu. Et quand un pays est désorganisé, il y a toujours un escroc culturel qu'on appelle le sauveur qui arrive. J'ai la solution. Le mal vient des étrangers, des Arabes, des Juifs, des sorcières, les femmes ont payé le bouc émissaire. Donc je sais d'où vient le mal, moi. Il suffit de voter pour moi et on va éliminer ceux
celle par qui le malheur arrive, et tout ira mieux. Il y aura 1000 ans de bonheur. Vous voyez à qui je fais référence. Il y aura les lendemains qui chantent. Vous voyez à qui je fais référence. C'est-à-dire qu'il y a toujours des vendeurs d'utopies. Alors les utopies sont parfois merveilleuses. Par exemple, j'habite à la Seine, près de Toulon, où c'est des ouvriers qui ont réalisé cette merveilleuse utopie qu'on appelle la sécurité sociale. C'est Ambroise Croizat, entouré de 3-4 ouvriers des chantiers, qui a eu cette utopie incroyable de faire la sécurité sociale. De Gaulle leur a donné des techniciens administratifs pour réaliser le projet, mais le projet, l'utopie, elle est venue d'eux. Et maintenant, on se rend compte, donc mais la plupart du temps, les utopies sont mortifères. Les 1000 ans de bonheur, vous savez ce que ça a donné. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas vivre sans projet, on ne peut pas vivre sans étoile du berger. Les enfants, les jeunes aujourd'hui, reprochent aux anciens de ne pas avoir donné un sens à leur vie, quelque chose à construire, quelque chose à rêver. Mais là, c'est embêtant parce que alors Durkheim, sociologue, nous apprend que quand il y a, et Michelet nous apprend que quand une société est désorganisée, il y a un pic de suicide. Ça, c'est Durkheim. Je crois que la clinique confirme tout à fait ce travail sociologique. Et Michelet nous dit, dans un désert de sens, les sorcières apparaissent. Désert de sens, les sorcières, c'est les sages-femmes ont été considérées comme des sorcières pendant très longtemps parce qu'elles avaient un savoir inquiétant et que beaucoup de sages-femmes sont passées sur le bûcher quand il y avait une désorganisation sociale. On sait d'où vient le mal. Puisqu'elle a des connaissances, le mal vient d'elle. Les Juifs qui étaient souvent médecins, soigneurs, ils connaissent les substances qui guérissent, donc ils connaissent les substances qui rendent malades. Après chaque épidémie, après chaque désorganisation sociale, il y avait toujours un témoin qui disait « J'ai vu quelqu'un qui jetait une poudre dans l'eau et vous avez remarqué que maintenant il y a beaucoup de morts à cause de l'épidémie. » Il se trouve que ce quelqu'un, c'était un étranger ou un juif. Donc un très grand nombre de pogroms sont nés comme ça. Le René Girard a très bien expliqué ça avec le phénomène, son phénomène du bouc émissaire. Donc j'ai peur que vous ayez raison. On voit actuellement, au Brésil, c'est un pays merveilleux, mais il y a 100 millions de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. 100 millions sur 230 ou 240 millions d'habitants. Il y a quand même 100 millions de pauvres immenses. Ils ont voté pour Bolsonaro. Alors je disais tout à l'heure que Sandra Cabral, avec qui on a travaillé, nous a accompagnés dans les favelas. Et Lula, dans les favelas, avait cessé d'envoyer la police et l'armée, et il avait envoyé des footballeurs et des guitaristes et un danseur. 2 ans après, 50% des enfants des favelas étaient scolarisés. Parce que dès l'instant où ils allaient voir un footballeur, petit garçon, vous envoyez un footballeur, il est vite conquis. Hein. Vous envoyez un guitariste, une fille, vous envoyez un guitariste, elle est vite conquise aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire que il envoyait des gens de culture. Les gosses étaient ravis. Les gens de culture tissaient un lien, donc un attachement, donc sécurisant. Et à l'occasion du lien, il disait, ici il y a une école, ici il y a une assistante sociale, là il y a un psychologue, tu devrais voir, tu devrais réfléchir avec elle, avec lui. En 2 ans, il a scolarisé 50% de ces petits voyous, de ces petits bagarreurs de favela. Or, quand Bolsonaro est arrivé, il a coupé les budgets de la culture et il a envoyé la police et l'armée
dans les favelas. Quelle est la dignité d'un petit garçon pauvre dans une favela, à qui on envoie la police et l'armée? Quelle est sa dignité? Affronter la police et affronter l'armée. Et donc, en 2 ans, après Bolsonaro, on a vu réapparaître les bagarres dans les favelas. Donc, et je crois qu'on n'est pas tellement éloigné de notre échange de ce soir, c'est que le lien d'attachement, c'est le tranquillisant naturel. Et à l'occasion du lien d'attachement, si la société, alors là ça ne dépend pas des psychologues, ça dépend de l'organisation sociale, mais une fois, et le lien d'attachement, ça dépend de l'organisation familiale ou parfois sociale, quand il y a une tragédie familiale, il faut qu'il y ait un substitut d'attachement. Et à ce moment-là, on se rend compte que il y a beaucoup de reprises de développement. La plasticité de l'intelligence est telle que beaucoup d'enfants se remettent à rattraper leur retard et à avoir un très bon développement. Mais si on ne fait rien, il n'y aura pas de résilience. C'est-à-dire que si on ne fait rien, alors là, on va voir des destins tragiques, des gosses qui passent d'un juge à l'autre, d'une prison à l'autre, et là, on a des destins, des fatalités de destin qui prouvent le déficit d'organisation sociale. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Oui, pardon. Vous avez beaucoup parlé du sens. Je pense que le sens, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui nous rassemble tous et tout le monde en a besoin. Ma question, finalement, c'est comment lutter contre la perte de sens. Vous avez parlé du contexte dans lequel on vit aujourd'hui, de la digitalisation des modèles de société, de la perte du relationnel, du contexte géopolitique également, des guerres. Les personnes aujourd'hui sont de plus en plus inquiétées pour leur avenir, pour leurs projets. Le projet est fondamental dans la construction de la personne. Comment lutter contre la perte d'envie, la perte de projet et la perte de sens finalement? Alors ça, c'est une question fondamentale et angoissante, parce que la guerre peut donner sens. Ça peut réunir des gens, et on voit que des groupes se solidarisent pendant la guerre. Les résistants en France pendant la guerre, ou bien ils ont été tués, ils ont été déportés, et ceux qui sont arrivés à la libération sont restés liés jusque toute leur vie. Ils sont restés liés affectivement, amicalement, toute leur vie. C'est un prix exorbitant, il vaut mieux trouver d'autres solutions. Or, actuellement, la technologie, alors là je vais citer un Bordelais, Jacques Ellul a montré que la technologie isolait tellement que la technologie fait des performances stupéfiantes. Au point de vue intellectuel, les techniciens font des performances impressionnantes. Le bénéfice de ces performances, c'est la communication. Le maléfice de ces performances, c'est la destruction de la relation. Je parlais de l'exemple des écrans tout à l'heure, qui sont ça fait des performances stupéfiantes, magiques de communication, et ça augmente le nombre de dépressions par 3. Un autre exemple, c'est que maintenant, on peut très bien se développer seul, alors qu'avant, on mourait dans le lit où on était né. Il y avait un clocher, une langue, une religion, une terre, un destin. Maintenant, le progrès est tel que le bénéfice du progrès, c'est que on peut courir le monde en avion, on peut avoir une aventure extraordinaire. Le maléfice du progrès, c'est qu'on empêche la stabilité des familles. Et que les jeunes actuellement, il y a des prédictions par les sociologues qui montrent qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui aura une probabilité de faire 3 ou 4 couples différents dans sa vie, de faire 5 ou 6 métiers différents dans sa vie. C'est-à-dire qu'il
il faut que l'université s'adapte en faisant des passerelles pour pouvoir de plus en plus se reconvertir. Et il faudra, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas, l'épanouissement des femmes, avant les femmes étaient données. C'est Lévi-Strauss qui emploie cette expression. Hein. Les femmes étaient données. C'est-à-dire, c'est dans la religion chrétienne et dans beaucoup de religions monothéistes d'ailleurs, ça se manifeste. La fille qui va se marier entre à l'église ou au temple au bras de son père et elle en se ressort au bras de son mari. Elle a été donnée. Le don, le fait de donner les femmes structure la société. L'interdit de l'inceste et le don des femmes circuite la société. Simplement, sur le plan personnalité, les femmes en prenaient un méchant coup, puisque on considérait qu'elles étaient là pour circuiter la société, pour faire des mariages, pour mettre au monde des enfants. Leur personnalité n'était même pas pensée. Donc on ne pensait même pas à leur développement. Or maintenant, les femmes ont de moins en moins besoin d'hommes, elles se débrouillent mieux sans mari. Ça reste entre nous, ça. Hein. Elles se débrouillent mieux sans mari. Elles font des performances scolaires de mieux en mieux. Elles ont gagné leur autonomie sociale, ce qui fait qu'il y aura 3 ou 4 couples et les enfants auront 3 ou 4 ruptures. De plus, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'un 4e beau-père est encore un père? Ou est-ce que c'est un homme? Donc ça pose un problème énorme de la structuration de la société. Donc on voit que l'effet bénéfique de ces progrès incontestables, c'est le développement des personnalités, des femmes à coup sûr, des hommes aussi, à un prix social très élevé. C'est-à-dire qu'on voit les dépressions augmenter chez les femmes, les dépressions augmentent alors qu'elles n'ont jamais eu autant de possibilités d'épanouissement. On voit qu'on a des incertitudes qui font que maintenant il va falloir apprendre à vivre dans l'angoisse. Alors avant on vivait dans la peur de la mort, la peur de la famine, la peur de la peste, la peur des animaux, la peur des étrangers. On vivait dans la peur. Maintenant on a fait un progrès immense, on vit dans l'angoisse. Donc, et on voit que c'est des cultures de l'angoisse. Alors l'angoisse, on a des moyens de lutter contre l'angoisse. La parole, la relation, la création artistique, l'engagement relationnel. Donc est-ce que notre culture va favoriser ça? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, notre culture favorise le sprint solitaire. Et le sprint solitaire, ça peut faire des performances excellente, à un prix humain exorbitant. Je cite souvent Freud, les grandes réussites sociales ou les grandes réussites intellectuelles sont presque toujours des bénéfices secondaires de la névrose. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut continuer à faire une culture du sprint, ou est-ce qu'il faut changer de culture? Ça va se décider dans les mois qui viennent. Alors voilà, donc je pense qu'avant cette réunion, vous aviez les idées claires. Bon, mesdames et messieurs, Boris Cyrulnik, je pense que maintenant on peut mettre un point d'honneur, avec regret évidemment, et peut-être de nouveau remercier Boris Cyrulnik. Voilà.